Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui un extrait du roman de Alexis Lebsker, Le Mangeur d'âmes. 3 mois plus tôt, il n'a pas crié, il ne crie jamais. Il ne se débattent pas non plus. La stupéfaction et la terreur les paralysent trop pour qu'ils puissent réagir et encore moins se défendre. Vous voulez rire? Ce sont eux qui se sentent coupables. Ils ont peur d'avoir fait quelque chose de mal. C'est pas dingue ça? Mais la vérité, la voici. Il n'y a rien de plus simple que d'enlever un enfant. Quelques instants plus tôt, Léandro sortait de l'école, insouciant, son sac à dos trop lourd, cognant sous ses lombaires à chaque pas. Il avait l'esprit plongé dans la partie de jeux vidéo qu'il allait lancer sitôt rentré chez lui. Il avait pourtant passé un contrat avec ses parents. D'abord les devoirs, ensuite les loisirs. La règle était claire, mais la tentation si forte. Le tout, c'est de bien préparer son coup. Il faut être sacrément minutieux. Ce n'est pas donné à tout le monde. D'abord, il faut partir en reconnaissance, traîner dans des villes éloignées de chez soi, jamais 2 fois la même, faire le tour des écoles, repérer les ruelles isolées, trouver les angles morts des caméras de vidéosurveillance quand il y en a, si vous croyez que ça s'improvise. Les parents de Léandro étaient divorcés. Lentement, leur amour s'était retiré aussi sûrement que la mer d'une plage de l'Atlantique sous l'effet de la marée. Les griefs passés, ils étaient parvenus à rester en bons termes, une cordialité reposant sur l'amour qu'ils portaient à leur fils unique et à leur volonté de le préserver du tumulte des adultes. Mais bon, c'est comme tout, avec l'expérience on s'améliore. Le premier gosse, ça avait été le bordel. Il s'était barré en courant. Proposer des bonbons, quelle connerie. Il faut les cogner direct. C'est ça le secret, cogner. Ils avaient d'abord refusé de le laisser rentrer seul de l'école. Il n'avait que 10 ans. Et on entend tellement de choses de nos jours. Qui plus est, une partie de chemin menant au domicile était déserte et mal éclairée. Mais il avait insisté. Il voulait faire le grand. Il avait poussé si vite. Ils avaient fini par céder. De toute leur existence, il n'y aurait pas une seule décision qu'ils regretteraient davantage. On les attrape par le cartable ou le sac à dos et hop, on les hisse à bord. Un coup dans le ventre et on n'en parle plus. Il suffit de refermer la porte de la camionnette et c'est parti. En vérité, cela les arrangeait bien. Sa mère venait de trouver un nouvel emploi. Elle était encore en période d'essai et il lui était impossible d'aller chercher Léandro le soir. Quant à son père, 2 ans auparavant, il avait créé une société de services informatiques qui tournait gentiment. Comme beaucoup d'entrepreneurs, il ne comptait pas ses heures. Pour lui, la sortie de l'école, c'était le milieu de la journée. Ensuite, il faut filer, vite, mais pas trop quand même. C'est à ce moment qu'il faut vraiment cogner, parce que là, ils comprennent. Ils réalisent enfin que c'est grave. Ils savent juste pas à quel point. Le petit Léandro avait bien entendu le bruit d'un véhicule, mais il n'y avait pas prêté attention. Dans son monde, les monstres revêtaient de longues capes noires, avaient des rictus inquiétants, un rire diabolique. Et puis les héros intervenaient toujours à temps. Dans la vraie vie, les monstres surgissent sans prévenir, et les héros n'arrivent que pour poser des questions au voisinage, publier un avis de recherche et présenter une mine compatissante aux parents. Dans la petite vallée qui menait à son pavillon, Mariana Pietranovski fit tomber ses clés en les sortant de son sac. Elle les ramassa et les introduisit dans la serrure. En ouvrant la porte d'entrée qui donnait sur le salon, elle fut frappée par l'obscurité qui enveloppait la pièce. Elle fit quelques pas, lorsque soudain la sonnerie de l'alarme se mit à hurler. Elle se précipita vers le cagibi où se trouvait le boîtier de contrôle et composa le code à la hâte. Le silence qui régnait à nouveau ne lui apportait aucun réconfort. Léandro? Elle avança de quelques pas, lâcha son sac sur le sol et alluma. Elle se mit à réfléchir à toute vitesse. Il n'était pas au judo. Le judo, c'était le mardi. On était lundi. Il n'était pas non plus chez un copain. Pas sans prévenir. Aurait-il pu être retenu à l'école? Pas possible. L'inquiétude l'envahit.
Léandro? Elle se précipita dans chaque pièce, la salle à manger, la cuisine, les toilettes. Le rez-de-chaussée du petit pavillon était désert. Léandro! Réponds-moi! Elle grimpa à l'étage, la chambre de son fils, vide et noire. Elle inspecta chaque pièce, une à une, ouvrant les portes comme une furie. La panique l'avait complètement submergée. Où n'avait-elle pas regardé? Où n'avait-elle pas cherché? Elle aurait tant aimé qu'il reste des pièces à explorer. Alors qu'il existait probablement 1000 hypothèses raisonnables expliquant l'absence de son fils, elle sut, par cet étrange lien qui unit une mère à son enfant, qu'elle ne le reverrait jamais. Chapitre 1. La fourgonnette jaune dérapait dans la neige et manquait verser dans le fossé à chaque virage. Dans le pâle halo des phares, une myriade de flocons virevoltaient, surgissant du néant dans une frénésie sans fin. Les mains crispées sur le volant, le facteur pestait. Le chauffage peinait à chasser la buée qui avait envahi le pare-brise. Aussi, pour compenser la piètre visibilité, s'était-il avancé au maximum sur son siège. Les conditions météorologiques rendaient sa tournée vraiment pénible, voire périlleuse. Et la journée ne faisait que commencer. Si les chutes de neige se poursuivaient à ce rythme, c'était sûr, il devrait monter les chaînes sur les roues de son véhicule de service. Il entamait sa distribution par les hauteurs, puis redescendait vers la vallée, de maison en maison. 11 ans qu'il faisait cela. Chaque hiver, c'était compliqué. Il aurait dû y être habitué. Et pourtant, chaque hiver, il râlait dès que tombaient les premiers flocons. Arrivé devant le chalet, il freina trop brusquement et perdit le contrôle de son véhicule, qui chassa avant de terminer mollement sa course dans un tas de neige. Il poussa un soupir de soulagement. Il alluma ses feux de détresse et pria pour qu'aucune voiture ne passe. Le jour ne s'était pas encore levé en cette matinée de décembre et toutes les conditions étaient réunies pour un accrochage. Il saisit la pile d'enveloppes qu'il avait posée à côté de lui, sur le siège passager. Il les fit défiler, puis en tira une. C'était un recommandé avec accusé de réception. Ce soupir-ci fut d'exaspération. Au lieu de se contenter de glisser à la hâte le courrier dans la boîte à lettres, il devrait monter jusqu'au perron pour le présenter à son destinataire. L'enveloppe à la main, il sortit de son véhicule en claquant un peu trop fort la portière de la camionnette. Les bourrasques glaciales le cinglèrent violemment. Il serra les dents et se dirigea vers la maison, en se penchant en avant pour tenter de se soustraire aux rafales. Il gravit les quelques marches qui menaient à l'entrée et sonna. Il sonna de nouveau. De la lumière s'échappait de l'une des fenêtres. Il connaissait bien les lieux pour s'y être rendu très souvent. Avec un peu de chance, il se ferait offrir un café. Cette fois, il frappa à la porte. « Qu'est-ce qu'ils foutent » grogna-t-il entre ses dents. Des flocons s'insinuaient dans son col, fondant instantanément sur sa peau. Il frappa encore. Ils étaient présents, puisque la lumière était allumée. Il pouvait même entendre le son de la télé. Pourtant, il n'obtint aucune réponse. Il aurait pu se borner à déposer un avis de passage, mais il les connaissait bien. Et puis, c'était bientôt Noël, il fallait penser aux étrennes. Alors, il se dirigea vers la fenêtre de la cuisine. Certes, le petit voilage rouge était tiré, et la vitre couverte de buée, mais il pourrait leur faire un signe. Il colla sa main au carreau et approcha son visage. Il fit un pas en arrière et porta sa main à la bouche, sans doute pour s'empêcher de crier ou de vomir. Ce n'était pas un petit voilage rouge. Chapitre 2. C'était formidablement égoïste, elle en avait conscience, mais cette affaire de double homicide lui serait certainement salutaire. Cela lui permettrait de foncer, de prendre des initiatives, d'assumer des responsabilités, de s'immerger dans le travail, de penser à autre chose. On aurait d'abord refusé de lui confier le dossier. Trop violent, trop brutal, trop tôt. Elle avait insisté. Elle en avait marre de cette commisération. Elle avait toujours détesté cela, même au début, alors maintenant. Et puis, le juge d'instruction appréciait sa façon de travailler, ses méthodes, son instinct. Il affectionnait cette femme de terrain et n'aimait pas la voir gamberger dans un bureau.
C'était lui qui avait tenu à ce qu'elle soit détachée pour superviser les opérations. C'était un type bien, ce juge. Elle avait aussitôt embarqué dans sa voiture de fonction, seule. Elle avait demandé à ne pas être encombrée d'un assistant. Cette faveur lui avait été facilement accordée. Ils étaient en sous-effectif et il n'y avait pas de petites économies. Plusieurs heures de route à tenir une conversation de convenance, non merci. Elle n'en aurait pas eu la patience. Néanmoins, la solitude commençait à peser de tout son poids. Le silence l'avait rattrapée, apportant avec lui sa longue procession d'idées noires. À présent, elle aurait payé cher pour avoir quelqu'un à qui parler. De tout, de rien, juste parler. Il ne fallait pas ressasser, elle le savait. Facile à dire. Cela faisait maintenant près d'une demi-heure que son véhicule était bloqué dans un embouteillage monstre. Depuis qu'elle avait quitté la nationale pour emprunter la route de montagne, elle n'avait pas avancé d'un mètre. Des flocons, gros comme des pièces de monnaie, tournoyaient. Les secondes s'égrenaient au rythme des balais des essuie-glaces. Chaque va-et-vient chassait un petit amas blanc dans un couinement rauque. Autour d'elle, la montagne s'était faite oppressante. Des massifs acérés l'encerclaient comme les murs d'une gigantesque prison. Des sapins, ployant sous leurs manteaux d'hiver, pointaient leurs branches vers elle, comme autant de griffes menaçantes. La nature semblait vouloir l'écraser de sa supériorité. L'un des sommets acheva de dévorer ce qu'il restait de jour, et la vallée se retrouva plongée dans l'obscurité, avec une soudaineté surnaturelle. Les véhicules, immobilisés, formaient une longue enfilade reliée par la lueur des phares. Tout autour, c'étaient les ténèbres. Ne tenant plus en place, elle détacha sa ceinture et sortit du véhicule. Assaillie par les morsures du froid, elle releva le col de son anorak et enfonça ses mains dans ses poches, avant de remonter la file de voitures. Partout, le tapis blanc s'épaississait à vue d'œil. Après quelques dizaines de mètres, elle aperçut deux fourgonnettes qui lui étaient familières. À côté de l'une d'elles se tenait un homme fumant une cigarette. « Vous êtes de l'identité judiciaire, non ?»« Oui, » répondit l'homme en exhalant un nuage de fumée. « Bonsoir, je suis le commandant Elisabeth Guardiano de la PJ. »« Ah, bonsoir, commandant. C'est vous qui dirigez les opérations, c'est ça ?»« Oui, enfin, j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose à diriger. Vous savez combien de temps on va rester coincé là ? » ?»« Aucune idée. On a appelé la gendarmerie pour obtenir des infos, mais eux-mêmes sont dépassés. La neige tombe depuis des heures sans interruption. Tout est bloqué. » « Ils ne peuvent pas faire venir des engins de déblaiement ? » ?»« Si, ils sont en chemin, mais il reste 22 kilomètres à déneiger. Alors, si vous voulez mon avis, on en a encore pour un moment. » Elisabeth Guardiano parcourut des yeux la route enneigée qui serpentait jusqu'à se fondre dans la nuit. D'un signe de tête, elle remercia le policier, puis regagna son véhicule. Le temps qu'elle s'installe au volant, le vent froid et la neige s'engouffrèrent dans l'habitacle. Elle baissa le pare-soleil et se regarda dans le miroir de courtoisie. L'image qui lui renvoyait ne lui plut pas. Le teint pâle, un regard vide, surligné par des cernes trop profonds. Elle ferma le miroir d'un claquement de la main. Elisabeth Guardiano était sévère avec elle-même. C'était une femme séduisante. Si le destin s'était montré cruel, le temps, lui, l'avait épargné. Ses traits étaient fins, et les petites rides au coin de ses yeux, loin de la vieillir, révélaient une intelligence vive et affûtée. Mais l'heure n'était pas à la magnanimité. Elle était perdue dans ses pensées lorsqu'un bruit la fit sursauter. Un homme venait de frapper à sa fenêtre. À contre-cœur, elle fit descendre sa vie. « Café ?» proposa l'inconnu. « Je vous demande pardon. »« Est-ce que vous voulez du café ?» insista-t-il en présentant une thermos. « Non, merci. »« La prudence, c'est ça ?»« Quoi ? Un inconnu qui débarque et qui offre du café à une femme seule, je ne suis pas étonné qu'elle refuse, par prudence ou carrément par trouille. » C'était un homme grand, aux épaules larges et à l'air malicieux. Il portait un blouson de cuir et une écharpe colorée, qui semblait peu appropriée pour se protéger du froid. Pourtant, ce colosse paraissait à son aise. « Je sais me défendre, » dit-elle sèchement en remontant sa vitre. « Vous défendre ? Contre qui ? Moi ? Vous n'en aurez pas besoin.
répondit-il en tirant son portefeuille de sa poche avec sa main libre. Je suis capitaine de gendarmerie. Il exhiba une carte tricolore flanquée de 3 galons dorés. Vous ne devriez pas être en uniforme? Je suis enquêteur. Montez. Sans se faire prier, l'homme fit le tour de la voiture et prit place. C'est bien ce qu'il me semblait. Vous mourriez d'envie d'un café, j'avoue. Il dévissa le bouchon de la thermos et servit une tasse fumante à Elisabeth Guardiano. Ça vous arrive souvent d'offrir du café dans les embouteillages? C'est une première, mais avec ce froid, je me suis dit que ce serait une bonne idée. Vous avez l'intention d'en proposer à tout le cortège? Demanda-t-elle en réchauffant ses mains contre la tasse. Non, uniquement à vous. Pourquoi ce traitement de faveur? Avant de vous rencontrer, j'ai croisé un type du style représentant de commerce bedonnant et un camionneur barbu aux cheveux gras. Alors, quitte à passer pour un pervers, autant que ce soit auprès d'une jolie femme, non? Elle esquissa un petit sourire qui fit apparaître de discrètes fossettes. Je m'appelle Franck de Roland. Elisabeth Guardiano. Vous venez pour les meurtres? Comment le savez-vous? S'étonna-t-il. Je suis commandant de police. Sérieux? Sérieux. Merde. Quoi? Moi qui comptais sur mon grade et ma fonction pour vous draguer, du coup j'ai l'air un peu con. Je vois. Tant pis, je vais être obligé de tout miser sur mon physique. Écoutez, ne le prenez pas mal, j'ai l'habitude de travailler seul. Je veux bien partager un café, mais pour ce qui est du boulot, je suis du genre solitaire. Je n'aime pas avoir quelqu'un dans les pattes. On ne fera pas équipe. Désolée si je suis franche. Mauvais? Hein? Le café, il est mauvais, non? Je vous rassure tout de suite, je n'ai aucune envie de marcher sur vos plates-bandes. Nous pouvons nous répartir les rôles. À vous les homicides, à moi les disparitions. Quelle disparition? Je suis enquêteur de l'OCDIP. Je travaille sur des enlèvements d'enfants. À ces mots, le visage d'Elisabeth Guardiano se ferma. Il ne le remarqua pas et tira son téléphone portable de sa poche intérieure. Anthony Stefanini, 9 ans. Il afficha la photo d'un gamin qui arborait un large sourire, à qui il manquait une incisive. Lucas Corsan, 8 ans. Son doigt glissa sur l'écran et un nouveau cliché apparut. Un autre enfant au sourire édenté. Leandro Pietranovski, 10 ans. Je connais ces gosses, leurs portraits placardés dans le hall du commissariat. Je passe devant tous les jours. On ne les a jamais vus en vrai. Pourtant, on a la sensation de les connaître. C'est triste. Avec le temps, on passe devant leurs photos sans y prêter attention, sans même les voir. Moi, je les regarde chaque jour, pour ne pas oublier. J'ai l'impression que je leur dois bien ça. Un gosse ne devrait jamais avoir sa photo dans un commissariat. Vous ne croyez pas? Elle ne répondit pas. Elle tira nerveusement sur les manches de son pull. Vous savez ce qui me choque le plus? Reprit-il. Non, leur sourire. En disant cela, il fit défiler les clichés pour lui. Malgré leur infinie douleur, malgré l'angoisse, malgré la crainte de ce qui a pu advenir à leur enfant, les parents nous ont confié un portrait où ils sourient, comme pour, je ne sais pas, nier la réalité. Il demeura quelques instants le regard perdu sur le visage d'un des enfants. Vous savez, ce gamin, dit-il en tapotant l'écran du doigt, la photo ne lui ressemble pas vraiment. J'ai demandé à la mère pourquoi elle ne me remettait pas des photos plus fidèles. Elle m'a répondu, sur celle-là, il est tellement beau. Elisabeth Guardiano serra la mâchoire et déglutit péniblement. Je suis convaincu qu'elle sait qu'il n'est plus en vie, poursuivit-il. Elle souhaite que tout le monde soit fier de son fils, comme elle l'a été elle-même. Elle lui rend un dernier hommage à sa façon. Elle prétend vouloir qu'on le retrouve. Elle sait, au plus profond d'elle-même, que quelqu'un lui a fait du mal et l'a tué. Une mère sent ces choses-là, non? Je ne sais pas. Le visage de l'enfant disparut lorsqu'il éteignit son téléphone. Pourtant, il continuait de fixer l'écran noir. Puis, il fit une moue, comme pour chasser ses idées sombres, et se tourna vers elle. Alors, mauvais? Vous posez toujours des questions en un seul mot? Café, sérieux, mauvais. Gênant? Demanda-t-il en retrouvant son sourire. Je suppose que, franchement dégueulasse, conviendrait mieux. C'est de la pisse, votre café. Mais bon, par ce froid, ça fait du bien. Je vous remercie. De rien.
Revenons à l'enquête, j'aimerais comprendre. Quoi? Quelle est la raison de votre présence ici? Moi, on m'a confié une affaire de double homicide, on ne m'a jamais parlé d'enfants disparus. C'est une longue histoire. Nous avons du temps devant nous, rétorqua-t-elle en pointant du menton la route encombrée de véhicules à l'arrêt. Vous avez probablement raison. Il se cala plus confortablement sur son siège et se lança. Alors voilà, pour chacune des disparitions, nous n'avons que très peu d'indices. On peut même dire rien du tout. Au plus, quelques témoignages qui divergent sur des informations essentielles, ce qui nous a plutôt fait perdre du temps. Par ailleurs, les ravisseurs ont été extrêmement malins et précautionneux. Cependant, nous avons une certitude. L'un, au moins, de ces enlèvements a été commis avec une camionnette blanche. C'est vague. Oui, très. Mais je suis du genre obstiné. L'une des villes où un gamin a disparu est équipée d'un réseau de caméras de surveillance. Ne rêvez pas, elles n'ont pas enregistré le kidnapping. Simplement, je me suis dit qu'on pourrait avoir une chance d'apercevoir parmi les véhicules celui des kidnappeurs sortant de la ville. Sauf s'ils y habitent. Les enlèvements ont eu lieu dans 3 villes différentes. Puisqu'ils ne peuvent pas habiter dans les 3 à la fois, j'en ai déduit que les ravisseurs chassent là où ils ne vivent pas. C'est assez habituel chez les prédateurs de ce genre. J'ai donc relevé la plaque d'immatriculation de chaque camionnette blanche quittant l'agglomération. Il devait y en avoir un paquet? 189. Si l'on prend une tranche horaire raisonnable, que l'on considère chaque carrefour, chaque route, 189. C'est beaucoup trop pour interroger leur propriétaire, non? Oui, on a commencé par auditionner ceux qui avaient un casier, mais ça n'a rien donné de concluant. Et puis, ça fait trop d'alibis à vérifier. Alors, on a fait comme d'habitude. On a rangé l'information dans un tiroir, en espérant que quelque chose en sorte un jour, ou l'autre. Et qu'est-ce qui en est sorti? Le propriétaire d'une des camionnettes que nous surveillons a été victime d'un homicide ce matin. Lui et sa femme ont trouvé la mort, là-haut, précisa-t-il en désignant la montagne. Et ça recoupe mon affaire. Exact. Ce pourrait être une coïncidence. Peut-être. Parlez-moi de ces meurtres. Je ne suis pas sûre de savoir tellement plus que vous. Tôt ce matin, le facteur a découvert 2 cadavres dans un chalet, un couple. Apparemment, ils se sont entretués de façon assez sauvage. Sauvage? Oui, il paraît que la scène du crime est hard. Je n'en sais pas plus. Les équipes de l'identité judiciaire sont bloquées un peu plus haut. J'ai été détachée pour conduire l'instruction. Vous devez être une sacrée emmerdeuse. Pardon? S'offusqua-t-elle. Pour qu'on vous envoie dans ce trou, par ce temps, enquêter sur un carnage, faut vraiment qu'on ait envie de se débarrasser de vous. Figurez-vous que j'aime mon métier et qu'on me trouve plutôt compétente. Je suis opiniâtre, pointilleuse, pugnace. C'est bien ce que je dis. Une emmerdeuse. Elle le dévisagea, à la fois estomaquée et amusée par son audace. Vous ne... Sa phrase fut interrompue par un choc sur le pare-brise. Un oiseau venait de s'y écraser, tombé du ciel. Voilà pour l'extrait Le mangeur d'âme d'Alexis Lepsker. Je vous conseille vraiment de le lire, ou de l'écouter, ou même d'aller voir au cinéma. C'est un roman très très prenant, très angoissant, pour lecteurs avertis uniquement. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.